BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est la suite de ce grand journal ici en direct de New York. On est maintenant avec Christian Millet, qui est le patron de Lockfret ici. Bonjour. Alors, bonjour, une société dont le nom ne dit pas obligatoirement grand-chose, mais en tout cas, vous êtes un des spécialistes de la logistique notamment, et un gros acteur quand même, en tout cas au niveau français, 900 salariés dans le monde, 250 millions de dollars de chiffre d'affaires. Vous êtes présent aux quatre coins du monde, d'euros, pardon. Bah oui, ça fait encore un peu plus aujourd'hui. Vous êtes présent vraiment aux quatre coins du monde, 65 bureaux partout dans le monde. Donc déjà, comment vous êtes arrivé ici aux États-Unis? À l'époque, j'avais 23 ans et donc mon père, qui est un bon entrepreneur, un bon visionnaire, m'a dit va donc aux États-Unis, va à New York, tu verras, c'est intéressant. Et comme les frontières européennes allaient tomber, son idée était de développer un marché en Amérique du Nord pour justement compenser cette perte de business que nous allions fatalement avoir à cause de ces frontières qui disparaissaient. Donc je suis venu ici et j'ai monté un petit bureau avec 2-3 personnes. Et 27 ans après, donc on a maintenant à peu près, on a 4 bureaux aux États-Unis, Chicago, Los Angeles, Atlanta et New York, un à Montréal, à peu près une centaine de personnes. Et donc notre activité est principalement au départ des États d'Europe sur les États-Unis, également à l'export au départ des États-Unis sur l'Europe, et puis maintenant de plus en plus avec l'Asie, car c'est un marché qui pour nous est devenu extrêmement important. Alors vous vous présentez souvent comme le voyagiste de la logistique. C'est une image, c'est vrai, assez parlante finalement. Vous voyez comme une agence de voyage pour vos clients. Quand mes clients demandent les gens qui ne connaissent pas mon métier demandent ce que je fais, je suis exactement comme un agent de voyage pour marchandises. Je ne possède ni les avions ni les bateaux. J'organise le transport des marchandises et j'organise leur acheminement en temps et en heure et leur dédouanement aux frontières. Alors vous êtes souvent à un poste avancé de la conjoncture, la logistique, puisque les entreprises envoient ce qu'elles ont produit si jamais elles ont eu des commandes. Donc on voit assez vite si les commandes s'arrêtent. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Christian Millet, du business ici aux États-Unis? Commençons déjà par les États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, il y a une reprise qui est extrêmement importante. En tout cas pour nous sommes extrêmement occupés depuis le début de l'année. Il y a un changement radical entre 2009 et 2010 et on voit vraiment un changement. On avait vu la crise arriver en novembre 2008 où là on a vu nos chiffres d'affaires commencer à baisser. 2009 c'était une année catastrophique pour nous. 2010 c'est un redémarrage et 2011 on voit vraiment une différence. Tous nos bureaux sont vraiment extrêmement occupés. Mais quand on voit par exemple ici sur le marché américain que la croissance, on en parlait il y a quelques instants, du premier trimestre, toute petite croissance très inférieure à la croissance du quatrième trimestre. On a beaucoup dit qu'au mois de mai, l'économie américaine avait calé. Comment vous expliquez que vous, logiquement post-avancé de la conjoncture, ça marche bien chez vous, mais ça marche bien chez tout le monde de votre secteur? Parce que si on prend par exemple FedEx, qui n'est pas un concurrent en tant que tel, mais la messagerie, cette semaine, on a vu des résultats extraordinaires et des perspectives très bonnes. Mais je crois que c'est vous qui avez donné la réponse tout à l'heure en disant que les biens de consommation, les biens durables étaient en augmentation, et je pense que l'économie est jugée peut-être sur tout ce qui est immobilier, aménagement, et ça marche très très mal en ce moment. Tout ce qui est immobilier aux États-Unis est très construction est très très mauvais, mais les biens durables sont en progression et c'est exactement ce que nous transportons. Donc je pense que qui sont vos principaux clients ici? Nous travaillons beaucoup en groupe français, beaucoup pour Saint-Gobain, pour le groupe Dassault Falconjet, pour le groupe L'Oréal, parmi les principaux. Mais vous avez des clients américains aussi? Beaucoup de clients américains, mais des clients qui sont diversifiés dans toutes les noms. Ça ne vous donnerait pas grande information, mais ce sont des clients qui exportent des produits alimentaires, qui importent des machines, il y a de tout. Et donc du coup, est-ce que c'est aussi ce schéma un peu de cette actualité américaine, avec des très gros groupes américains qui sont très très présents à l'international et qui vont chercher la croissance à l'international, et on le voit dans leurs résultats, ils sont plutôt rassurés par cette croissance à l'international plus que sur la croissance intrinsèque aux États-Unis. Ou vous, c'est, j'imagine, ce qui aussi vous permet d'être boosté, notamment sur les voies asiatiques. Tout à fait, c'est-à-dire que nous savons que nous allons vraiment là où sont nos marchés, et donc quand nous sommes venus aux États-Unis, nous savions que le marché était ici il y a 20 ans, il l'est toujours, mais depuis 10 ans, nous avons fait un énorme investissement et un énorme effort avec mon frère Marc pour ouvrir 25 bureaux en Asie, la plupart étant en Chine. On a ouvert 12 bureaux en Chine, mais en nom propre, avec nos propres capitaux, nos propres licences, notre propre staff. Comment vous expliquez justement que vous restiez à ce point-là une boîte familiale? Parce que vous êtes aujourd'hui une grosse structure, on le disait, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, un développement mondial, mais c'est votre père qui a créé l'entreprise. Ouais. Vous êtes aujourd'hui en poste avec votre frère.
et votre fils qui vient d'arriver ici aux États-Unis depuis une petite année. Donc 3 générations et on peut rester comme ça familial dans un marché qui demande énormément de capitaux pour se développer. C'est vraiment la question qu'on se pose en ce moment. On a toujours été autofinancé, on a toujours fait nos développements nous-mêmes. On arrive aujourd'hui à une taille un peu critique où en effet notre structure est de plus en plus importante. Il faut l'alimenter, il faut la financer et c'est les questions qu'on doit se poser sur les 5 années qui viennent. Car en effet mon fils a commencé il y a 1 an, il a 27 ans, il est très jeune. 3 générations, c'est quand même pas mal, je trouve, pour une boîte familiale française. Et ce sont des questions que l'on se pose maintenant. Mais envie de rester familial, pas question de vous vendre. Non. Pas question de vendre ce savoir-faire. On est vraiment passionné par notre sujet, on est passionné par notre métier. Le but n'est pas uniquement vendre la société, pas du tout d'ailleurs de vendre la société, c'est vraiment de développer une activité, d'avoir un succès mondial et de donner à Lockfret un nom reconnu partout. Est-ce que vous voyez tous les secteurs en ce moment progresser de la même manière, en tout cas être aussi intéressés? On disait les biens durables en tant que tels, mais c'est vrai que pour le grand public ça ne veut pas dire grand-chose. Que tous les secteurs avec lesquels vous travaillez vous paraissent aussi dynamiques en ce moment? Je suis tellement concentré sur mes dossiers que je prends les dossiers qui sont les plus actifs et la taille de société ne me permet pas d'avoir une vision si globale. Donc je suis tellement concentré dans mon travail, sur mes voyages, sur mes dossiers présents que je ne peux pas vraiment répondre à la question. Est-ce qu'en revanche vous avez l'impression qu'il y a toujours une visibilité également, parce qu'on parlait tout à l'heure des résultats de FedEx où là on a vu qu'ils avaient eu une visibilité qui était forte sur leur exercice suivant. Est-ce que vous aussi vous avez l'impression que vos clients sont confiants pour les mois à venir? Je ne le pense pas. Je pense que l'économie montre quand même quelques signes d'irrégularité, c'est-à-dire que ça marche un mois, ça s'arrête le mois suivant. C'est quand même une économie qui repart doucement et je ne vois pas du tout les gens confiants en ce moment. Les gens sont en attente d'avoir une économie qui vraiment progresse sans avoir ces baisses, ces reprises. Vous sentez qu'il y a une forme de, comment on pourrait dire, de doute quand même du côté de vos clients qui pour le moment marche bien, mais ont peur que ça ne soit pas le cas demain? Tout à fait. Je pense que, et puis les chiffres le montrent, dire que même si nous sommes très actifs depuis le début de l'année, on voit que un mois sur l'autre, l'activité change et peut baisser d'un mois sur l'autre. Est-ce qu'il y a eu aussi un impact sur vos prix, puisque dans beaucoup d'activités, quand la crise est venue, et notamment dans cette année catastrophique de 2009, beaucoup de sociétés ont dû baisser les prix face à la concurrence. Est-ce que vous aussi, vous avez été confronté à cela? Tout à fait. Nous avons vraiment eu le même problème et nous avons dû baisser nos prix pour ne pas perdre de part de marché. Et depuis en 2008-2009 surtout, où nous voulions absolument pas perdre nos clients et donc nos marges ont considérablement baissé. Et là, vous arrivez maintenant à remonter progressivement. On fait attention, encore une fois, on reste concurrentiel parce qu'on ne veut pas gâcher cette reprise que nous attendions depuis longtemps. Donc nous faisons attention à avoir des prix extrêmement compétitifs, à avoir un service extrêmement performant pour justement continuer dans la bonne lancée. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de Lockfret dans un instant. C'est le Grand Journal, ici en direct de New York.